Amel. Bonjour Amel, comment tu vas? Bonjour Mathieu, bah, écoute très bien, fraîchement, mais ça va. Fraîchement et humidement aujourd'hui, hein, il Ouais. fait très humide, il y a beaucoup de vent, de la pluie. Ça a l'air d'être comme ça un petit peu partout en France, j'ai l'impression. Puis moi, je bois une tisane pour me réchauffer, tu vois, j'en suis là. Ouais, voilà, bah, tu as bien raison. Écoute, moi j'ai pris un bon bain chaud juste avant et ça fait du bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comprendre l'auto-hypnose. Gros sujet, l'auto-hypnose. On va parler un petit peu de tout ça. Alors du coup, je vous invite à faire vos partages, du coup, pour que chacun puisse accéder à ce live, comme à tous les précédents. Merci en tout cas encore pour vos partages, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est super chouette et merci de votre participation aussi. Donc voilà, j'en profite pour faire quelques partages comme ça, parce que vous ne vous connectez pas forcément des mêmes endroits. Donc du coup, hop. Bonjour Louisa. Bienvenue à tous pour ce 1er mai, donc en bon 1er mai à tous. Hein. Je sais pas, on se souhaite le 1er mai. J'ai reçu plein de messages avec des muguets, du muguet partout, donc je pense que ça se souhaite. Alors je vous souhaite un joyeux 1er mai. Exactement. Je sais pas trop quelle est quelle est la la bonbons de muguet dans mon jardin, donc j'en ai pas acheté. Moi, je suis pas sortie comme ça, je risquais pas. Alors, c'est quoi la signification du 1er mai? Je sais même pas, tu vois. Allez, du coup, hop, j'arrive pas à faire tous les partages. C'est bientôt fait. Bienvenue à tous, bienvenue Olivier. Bonjour Olivier, bonjour Isabelle, bonjour Virginie. Donc en même temps, si vous avez des questions qui vous viennent sur l'auto-hypnose, des questions que vous êtes posées jusqu'à présent sur l'hypnose et sur l'auto-hypnose, voilà, n'hésitez pas à nous les poser puisque du coup, on est là pour ça et ces lives sont faits pour répondre justement à toutes vos questions sur ces sujets-là. Donc, il faut en profiter. Notamment sur l'auto-hypnose, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur l'auto-hypnose. Il y a beaucoup de gens qui pensent faire de l'auto-hypnose, mais qui en réalité, ce n'est pas vraiment de l'auto-hypnose. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Voilà. Bonjour Cathy, bonjour Morissette, Céline et Natnat. Merci au fait à Cathy, je peux le faire en live du coup, parce qu'elle m'a laissé un joli message sur ma page Facebook. Je vais la remercier pour ça. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée. Merci à tous et à tout. Ah Morissette a déjà des commentaires à faire sur l'auto-hypnose et son bras qui ne se lève pas. Bonjour Cédrine. Parfait. Allez, j'ai bientôt fini. Comme ça, on va pouvoir attaquer pour tous ceux qui sont intéressés par l'auto-hypnose. Alors déjà, l'auto-hypnose, on le voit dans la formation. Alors, tu le fais quoi en général dans le technicien, dans le praticien ça dépend. Dans le technicien, c'est vu. Hein. Donc, dans le technicien, on voit la base de l'auto-hypnose, donc on pratique déjà. C'est pas mal. C'est vrai que c'est bien. Et c'est un joli cadeau parce qu'après, c'est vrai que c'est très, très utile. C'est surtout que ça va dans le sens de l'idée que dans la relation à l'autre, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est beaucoup avec nous que la relation se joue. On en a beaucoup parlé ces derniers temps et du coup, on apprend à plus faire pour soi, à revenir à soi-même, à sa propre compréhension de qui on est, de ce que l'on fait. Voilà. Et donc, l'auto-hypnose, eh bien, c'est forcément pour les personnes qui vont accompagner en hypnose, eh c'est toujours intéressant d'avoir une première expérience déjà en auto-hypnose, de découvrir ça. Découvrir comment fonctionne l'auto-hypnose, de la vivre aussi. Et aussi pour les contrôlants. Parce que, en fait, quand on accompagne les gens en hypnose, eh bien, c'est déjà de l'auto-hypnose. C'est eux qui font de l'auto-hypnose et nous, on les accompagne dans cette auto-hypnose. Et ça m'est arrivé souvent quand je fais des soirées découvertes, que je fais des présentations de l'hypnose, de ce que c'est vraiment. Je prends différents types de personnes. Je prends des gens qui sont très réceptifs et des gens qui sont très contrôlants. Je prends les deux. Parce que souvent, j'ai souvent vu des démos où les gens prennent que des très réceptifs. Mais le très réceptif, c'est très facile. Il est capable de montrer plein de choses dans son niveau de transe, mais pas forcément sur ce qu'est vraiment l'hypnose. Donc, quand je prends un très contrôlant, ce sont souvent des gens qui me disent bah, moi j'ai essayé plein de fois,
ça fait rien, j'ai déjà fait des séances, il se passe rien, je vis rien. Et comme moi, je suis un contrôlant, j'ai donc étudié tous les mécanismes du contrôlant, comment fait le contrôlant pour ne pas rentrer en transe, etc. Donc, en fait, dans l'accompagnement que je fais en démo, je lui propose finalement d'être le maître de la séance. Puisque le contrôlant est celui qui aime bien maîtriser. Mais pour qu'il soit maître de la séance, il faut qu'il ait un minimum de savoir pour pouvoir rentrer en auto-hypnose. Donc, je vais lui dire exactement comment il faut qu'il fasse pour lui-même pouvoir déclencher l'auto-hypnose. Et c'est plutôt surprenant parce que ces gens-là se surprennent eux-mêmes à vivre la transe, alors que jusqu'à présent, tant qu'ils étaient accompagnés par les autres, ils ne la vivaient pas. Et pourquoi je fais ça? Parce que je me suis formé à l'hypnose tout court, mais comme j'étais contrôlant, eh bien, je n'ai pas eu la chance de vivre à l'époque une belle lévitation du bras, vivre des symptômes liés à la transe. Et donc, je m'étais dit, bon, c'est frustrant quand même, tous ces gens qui vivent la transe, qui vivent des phénomènes de transe, et moi qui ne la vivais pas. Donc, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, et puis j'ai commencé à m'allonger sur ma terrasse en plein été, au pic du soleil, là, et puis j'ai dit à mon inconscient, bon, maintenant, tu vas me lever ce bras, je m'en fous, je veux vivre la transe comme tous les autres. Et donc, la première fois, ça m'a pris une demi-heure avant de comprendre ce qu'il fallait faire, dans quel état d'esprit il fallait être pour que ça se passe. La deuxième fois, ça m'a pris un quart d'heure pour la reproduire. La troisième fois, ça m'a pris 5 minutes. La quatrième, ça m'a pris 2 minutes. La cinquième, ça m'a pris à peu près 30 secondes. La sixième, 15. Et ainsi de suite. Et puis maintenant, il me faut quelques secondes à peine pour déclencher l'auto-hypnose. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tous les petits mécanismes de l'auto-hypnose, et puis après, c'est aussi à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment elle se différencie de la méditation, de tout un tas de choses. Et alors, hop, j'ai un petit bug, je vois, parce que je n'ai pas accès. Hop, ah si, voilà, je ne voyais pas les messages de chacun. Super. Donc voilà, donc on vous apprend un petit peu tout ça, on va vous transmettre plein de choses sur ce live. Bien sûr, dans une intervalle d'1 heure, ce n'est pas une formation en auto-hypnose, mais ce sont des partages autour de l'auto-hypnose. Et donc voilà. Et je sais que parmi les personnes présentes, j'ai des stagiaires qui sont là, qui se sont formés aussi et qui ont fait de l'auto-hypnose, du coup, qui ont découvert aussi l'auto-hypnose. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos ressentis, quand est-ce que vous les utilisez, quand est-ce que vous l'utilisez, qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, l'auto-hypnose. Et toi, Amel, du coup, toi donc, qui as une expertise aussi dans la pleine conscience, qui t'es formée aussi à la pleine conscience, j'aimerais déjà que tu apportes aussi ta vision sur la différence entre l'auto-hypnose et puis et les autres techniques que tu as pu tester ou même les autres états modifiés de conscience que tu connais. Alors, moi, ce que j'ai remarqué au début, c'est qu'il y a une similitude au tout début, qui est cet état où on prend conscience du corps. En fait, en méditation, on a cette première phase où on s'installe et déjà, on dédie ce moment-là. Déjà, dans les deux cas, on décide de faire quelque chose, on décide de se poser. Après, vous allez voir que l'objectif n'est pas le même. Donc, on se met dans un endroit à peu près au calme et on dédie un moment pour cela. Donc, après, première chose qu'on va faire, c'est se reconnecter au corps. Ça, dans les deux cas, ça c'est pareil. La différence, c'est que en méditation, on va rester associé tout le temps. C'est-à-dire qu'on va être observateur de ce qui se passe, mais à aucun moment, on va se dissocier. À aucun moment, on va avoir… alors, on peut être attrapé par des pensées. C'est vrai qu'on peut être attrapé par nos pensées. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de rester complètement associé. Conscient ou inconscient, bien centré. Alors que dans l'auto-hypnose, puisque tu as dit que c'était en fait en réalité la même chose, dès le départ, on cherche à dissocier. En fait, à ce que le conscient fasse un truc et l'inconscient soit à l'écoute. Et donc, du coup, ça diverge très rapidement parce qu'on va accueillir un espèce d'état de rêverie. On va accueillir que notre conscient, pour le coup, vagabonde. Qu'on ne soit pas justement focus sur ce qui se passe en nous, mais au contraire, qu'on puisse se laisser un peu embarquer. Alors, c'est facile quand on est accompagné par un thérapeute. Quand on est en auto-hypnose, on fait un peu les deux boulots, donc c'est un peu différent. Mais on va quand même se concentrer à un moment donné sur, par exemple, moi, en l'occurrence, si je dois parler de mon expérience, je me concentre sur la sensation de mon alliance dans ma main gauche. Et je mets toute mon attention là-dessus en mettant mon bras
mon bras droit légèrement relevé. Et à un moment donné, très rapidement, je sens les effets de la transe physiquement. Alors qu'en méditation, pas du tout. Par exemple, je sens que je déglutis, que mes yeux papillonnent. En méditation, j'ai pas du tout ce type de phénomène. Du tout. Au contraire, je suis bien là, bien attentive à l'ensemble de mon corps. Et dès que je sens ces premiers signes, je lève, mon bras se lève en fait. Mon inconscient prend le contrôle de mon bras droit et du coup, je suis lévitation du bras droit et ça y est, je suis dans une transe. Ton bras, il faut que tu expliques parce qu'il ne se lève pas tout seul. Alors, mon bras ne se lève pas tout seul. Donc, en fait, je lui amène une image. L'idée, c'est pourquoi il se lève. Oui, alors je lui donne une image, alors je change. Des fois, c'est les ballons d'hélium qui se lèvent, attachés avec des fils à mon poignet. Maintenant, c'est plus le côté aimanté de mon poignet vers mon épaule. En fait, voilà, c'est comme si j'étais attirée par mon épaule et que c'est irrésistible. Et voilà, donc mon poignet se lève naturellement. Je le calcule même pas. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si j'avais pas tous mes sens qui étaient raccordés. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que je perçois, je sais que mon bras se lève, mais c'est comme si je le sentais pas vraiment. C'est un peu bizarre comme sensation. C'est comme si la proprioception était un peu floutée. Comme si je n'étais pas fichue de trop de dire, comme j'ai les yeux fermés, de dire où est-ce qu'il se trouve mon bras. Alors que normalement, c'est un de nos sens. On dit qu'on a 5 sens. En réalité, on en a 9. Hein. Et la proprioception est un de nos sens, c'est-à-dire savoir à chaque instant où se trouvent nos parties de notre corps. Donc, si j'ai ma main dans mon dos, je sais qu'elle est là, je la sens, je sais qu'elle est là. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on fait du sport et tout, on sait où se trouve chaque partie de notre corps. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais en transe, en tout cas, ça me fait ça à moi. Je ne suis pas fichue trop de dire où il est, mon bras. Je sais qu'il s'est levé, mais je n'ai pas trop la sensation. Comme si, encore une fois, mon inconscient en ayant pris les commandes, et il y avait une partie des sensations qui, du coup, échappaient à mon conscient. Enfin, je le vois comme ça. Alors qu'en méditation, mais ce n'est pas du tout ça. On ressent tout, quoi. C'est au contraire, on est complètement présent à nos sens. Donc, c'est très, très, très différent. La méditation de pleine conscience, en tout cas. Oui, c'est de la pleine conscience. Alors, je vais même préciser, statique, on est vraiment assis en position jambes croisées, lotus, voilà. Et là, on a les yeux fermés et l'objet. Alors, donc là, effectivement, au contraire, on est pleinement conscient de ce qui se passe et on sent tout. Alors que là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon corps, en tout cas de mon bras droit, en l'occurrence, m'échappe. Il m'échappe. Comme si je ne savais plus trop où il était, comme s'il y avait une partie qui était floutée. Donc je pense que c'est ça le phénomène de dissociation, en fait. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je ressens, en tout cas, dans mon corps. C'est très étonnant. Voilà, c'est très surprenant. Et en même temps, mon attention qui est portée sur mon alliance, donc mon attention, elle est focus, quoi. C'est-à-dire, en méditation, on se balade, hein, on peut prendre tout le corps, on peut prendre les sons, on élargit notre niveau de conscience. En fait, on commence par le corps et on peut même zoomer les pieds, etc., remonter. Puis après, on intègre tout le corps, après les sons, après les pensées, mais on élargit. Alors que là, en fait, c'est radar, quoi. C'est un laser, c'est uniquement sur mon alliance, en l'occurrence, ou la sensation de la main droite, la main gauche posée, le poids. Enfin, on focus sur un petit truc. Donc, c'est vraiment assez différent, vous voyez. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vécu ça, mais je pense que c'est vraiment très différent, quoi. En plus, quand on est en méditation, on est là pour observer nos pensées et ne pas se laisser embarquer par elles. Donc, on est vraiment dans ce rôle d'observateur très concentré. Alors qu'en état de transe, pas du tout. On lâche, il y a une forme d'abandon, en fait. Quelque chose qui lâche. Enfin, moi, je me sens dans une forme d'abandon où je ne suis plus du tout en train de chercher quoi que ce soit, d'observer quoi que ce soit. Je me laisse porter par ce qui se passe. Alors ça, c'est ce qui change au niveau des sensations en ce qui me concerne. Et du coup, quand tu es focus sur quelque chose en auto-hypnose, tu oublies complètement tout le reste. Tu oublies tout le reste du corps. C'est assez curieux, en fait. Hein. Tu oublies tout le reste, quoi. Tu n'entends même plus les bruits, tu n'entends plus. Alors qu'en méditation, si, tu continues à entendre les sons sans forcément te concentrer dessus, mais ils sont là, ils sont présents. Alors que quand je suis en transe, les sons disparaissent quelque part. Ils ne rentrent plus dans mon champ de conscience, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la différence que je note entre les deux, qui est quand même très nette, quoi. Je peux pas confondre, en fait, du tout, au niveau des états. Je trouve que la méditation, on peut la faire de plein de façons différentes. Il existe plein de pratiques différentes de la méditation. Et pareil pour l'hypnose. C'est-à-dire que là, l'hypnose, elle vous donne du coup comment elle fait, oui, comment elle fait sa pratique. Après, l'hypnose n'est pas que de cette façon-là. Il y a plein de gens qui pratiquent l'hypnose de manière totalement différente. Il y en a des gens qui
qui préfèrent, eux, être justement dans une extension du champ de conscience, comme ce que tu fais toi en méditation. On a aussi des gens qui font ça en hypnose. Mais ce qui est intéressant, en tout cas dans le fait de créer de la dissociation, comme tu le fais, et comme je pratique aussi, c'est le fait de pouvoir avoir des réponses de l'inconscient. C'est de pouvoir approfondir la transe, notamment si on veut aller chercher une forme d'analgésie, pourquoi pas. Si jamais on voulait faire une analgésie pour aller chez le dentiste, par exemple, ou sur une partie du corps pour travailler sur la douleur. Mais c'est aussi intéressant pour vraiment questionner notre inconscient, dans la relation avec notre inconscient. Et d'ailleurs, hier, on a parlé de la communication avec notre inconscient. Et là, l'auto-hypnose, pour ça, c'est quand même très puissant. De pouvoir aller chercher de la réponse, du signaling idéomoteur, comme on explique ça en hypnose, hein, c'est d'avoir de la réponse de notre partenaire pendant la séance à des propositions qui vont être faites. Et bien là, le fait de faire cette dissociation, elle va être géniale parce que vous allez avoir d'une partie votre côté conscient et d'une autre partie votre inconscient en capacité de répondre. Voilà. Et pas de répondre à travers votre conscient, à travers, du coup, un mécanisme moteur, un fonctionnement moteur qui va passer à travers votre corps. Il n'y a pas besoin de passer par votre conscience. Donc, il y a des réponses conscientes qui peuvent arriver, hein, c'est possible aussi, vous pouvez faire cette demande-là et puis faire ce travail-là, mais il est aussi possible d'avoir ce qu'on appelle un signaling idéomoteur, donc pourquoi pas avec les doigts d'une main, donc, ce qu'on utilise beaucoup, nous, dans le cadre d'une lévitation du bras. Voilà. Ça, à savoir que moi, je vais utiliser la lévitation du bras dans peut-être plus de 90% de mes accompagnements. Parce que, pourquoi? Alors, je vais expliquer, mais je l'utilise bien sûr en auto-hypnose, voilà, et c'est fondamental pour moi. Et j'utilise aussi beaucoup, du coup, dans mes accompagnements parce que ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur la transe, sur ce que vit l'autre, sur comment il vit sa transe, et aussi sur les réponses que son inconscient peut apporter. Donc, si on a une personne qui est allongée, qui fait une séance allongée sur un lit, et qu'elle est un peu fatiguée et qu'elle est venue à 14 heures juste après le repas ou le matin après avoir travaillé toute la nuit, qu'il n'y ait pas de lévitation du bras, le risque c'est qu'elle s'endorme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hypnose fonctionne quand les gens dorment. Pour moi, je peux vous l'assurer, les gens qui dorment ne sont pas sensibles à la suggestion. D'ailleurs, vous ferez le test si vous ne croyez pas. Et pour ceux qui pratiquent, ne me croyez pas d'ailleurs. Hein, faites le test et vous demandez à quelqu'un qui s'endort, vous lui suggérez de sortir de transe et vous verrez s'il sort de transe. S'il sort de transe, c'est que je me suis trompé ou peut-être qu'il vous a entendu finalement, qu'il s'est réveillé à ce moment-là. Mais moi, j'ai déjà essayé un bon nombre de fois. Je peux vous garantir que quand une personne dort, elle n'écoute plus rien, ni une sortie de transe, ni quoi que ce soit. Et puis si c'était le cas, je vous assure qu'en tant que parents, on serait tous au chevet de nos enfants pour leur suggérer pendant la nuit que le lendemain, ils allaient faire bien leur devoir, ils allaient être très sages et puis ils allaient bien écouter papa et maman et bien travailler à l'école. Donc non, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui s'endort, malheureusement, n'écoute plus les suggestions. Donc la lévitation du bras, elle permet aussi de ne pas laisser une personne s'endormir pendant une séance et de bien voir qu'elle est bien dans un état de transe et qu'elle reste dans un état de transe. On verra que si on a une lévitation du bras, je vais ajuster comme ça, voilà, une personne qui va avoir une lévitation du bras pendant sa transe, si jamais elle a tendance à s'endormir, on va voir le bras qui va faire ça, en à-coup comme ça, et qui va descendre en à-coup. Si vous voyez que ça descend en à-coup comme ça, c'est que elle est quasiment en train de s'endormir. Et une fois que ça arrive en bas, une fois que le bras arrive en bas, vous voyez la tête qui flanche un peu plus, la respiration qui change, et là c'est fini, elle est partie dans le sommeil. Donc, la lévitation, super intéressante quand on est dans l'accompagnement à deux. Dans l'auto-hypnose, génial, pourquoi? Parce qu'on va accentuer la dissociation avec la lévitation du bras. Et une lévitation du bras, c'est déjà un niveau 2 de transe minimum. Hein, je vous rappelle, niveau 1, c'est catalepsie mineure, niveau 2, catalepsie majeure. Niveau 3, c'est l'amnésie, niveau 4, anesthésie, niveau 5, hallucination positive, niveau 6, hallucination négative. Voilà, ce sont les niveaux trans référencés par la NGH. Il y a quelques écoles qui ont voulu apporter des noms
au niveau de trans. C'est un peu dommage, ça serait bien qu'il y ait un langage commun universel à l'hypnose sur les niveaux de trans. Et ce que j'apprécie sur la NGH, bon, au-delà du fait que c'est quand même la fédération qui est la plus reconnue dans le monde et puis la plus suivie avec le plus d'adhérents, elle a identifié les niveaux de trans par rapport à ce que les gens vivent pendant la trans, voilà, par rapport au phénomène de trans. Alors qu'il y a certaines écoles qui ont voulu créer des niveaux de trans, mais il y en a une qui a dit le somnambulisme c'est niveau 4 et une autre école qui a dit le somnambulisme c'est niveau 5. Donc ça n'a plus de sens parce que quand vous avez deux personnes qui sortent de ces écoles et qui parlent et qui disent quel niveau, sauf que du coup ils ne parlent pas de la même chose. Donc voilà, après parler finalement de ce qui se joue dans la trans, c'est plutôt intéressant. La NGH pour ça, plutôt intéressante, fédération américaine. Donc voilà, du coup, alors comment faire pour faire de l'auto-hypnose? Comment faire? Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est déjà apporter la différence aussi, ma vision, et après, Amel, je reviendrai à te demander qu'est-ce que tu fais avec l'hypnose, du coup. Quand tu fais de l'auto-hypnose, qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, d'abord, la différence, pour moi, elle se voit aussi beaucoup là-dedans. Bien sûr, quand vous êtes en méditation, il est possible que vous pouviez faire une forme d'auto-hypnose, mais pour moi, l'auto-hypnose, c'est vraiment de la communication, c'est vraiment de l'échange avec notre inconscient. Donc, si vous êtes juste là et que vous ne bougez pas et qu'il ne se passe rien, en quoi ça serait différent finalement de votre état classique, de votre état normal? Moi, je vois une vraie différence avec l'auto-hypnose, c'est que je n'ai pas souvent mon inconscient qui me fait des réponses quand je lui demande des questions, même s'il le fait en permanence, mais pas de cette façon-là. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais faciliter le travail pour mon inconscient, je vais lui faciliter le chemin d'accès pour m'apporter des réponses. Et pour ça, comme a dit Amel, elle a dit on va créer une forme de dissociation. Et cette dissociation, c'est vraiment ce qui va permettre l'induction à la transe et l'approfondissement de la transe. Plus vous allez dissocier une personne, et plus vous allez approfondir la transe. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, elle est déconseillée pour les personnes qui souffrent de bipolarité ou de schizophrénie parce qu'on voudrait éviter le risque de décompensation lié à la dissociation. Donc, du coup, dans ces gens-là, il vaut mieux pas pratiquer l'hypnose ou alors plutôt en forme associative que dissociative. Donc voilà, donc la dissociation, eh bien, je vais par exemple laisser mon bras gauche se dissocier de mon corps. Pour ça, je vais porter mon attention sur la partie droite de mon corps. Admettons, voilà, pourquoi pas des bracelets, pourquoi pas, si elle est posée sur les jambes, la température au niveau du vêtement, la texture du vêtement, c'est vraiment porter ma conscience sur une partie de l'expérience. Et pendant que je vais faire ça, mon inconscient, lui, je vais lui donner une autre mission, mais je vais le laisser faire. Parce que si jamais je me concentre sur ce qu'il fait, eh bien, je ne suis plus dissocié du coup. Donc, je vais lui dire, au départ, je vais créer un postulat de base pour dire, voilà, je te laisse mon bras gauche. Et je ne m'occupe plus de ce qui se passe dans ce bras gauche. Je ne vais plus chercher à identifier, à essayer de ressentir ce qui se passe dans mon bras gauche, je vais le relâcher. Si vous voulez essayer l'auto-hypnose, pour faciliter l'auto-hypnose, je vous donne une petite astuce. Donc, hop, voilà. Une table, c'est bien. Si vous avez un fauteuil, alors là, j'ai un petit fauteuil que j'utilise pour l'hypnose là-bas, avec les accoudoirs, c'est génial. J'en ai deux comme ça au bureau qui sont jaunes, qui sont plutôt sympas. Et voilà, si vous n'avez pas ça, il vous suffit d'avoir une chaise, une table, voilà. Et là, du coup, je vais utiliser le bras. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever très légèrement ici mon poignet, d'accord? La main peut toucher le sol. Voilà, donc en fait, ça crée un appui sur le coude. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cet appui ici, mais je ne vais pas le mettre ici. Parce que si je mets mon bras très lourd, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer parce que je vais créer de la lourdeur et que la lourdeur va plutôt figer mon bras plutôt que lui permettre de s'élever. Ça va nécessiter beaucoup plus d'efforts à mon inconscient de créer une lévitation à partir de cette position-là. À partir du moment où vous levez très légèrement votre poignet gauche, votre poignet tout court, et ensuite vous allez vous focaliser sur tout le reste de votre corps. Voilà. Moi, je vais même souvent essayer de m'identifier avec cette partie-là. Et j'essaie d'oublier tout le reste. Tout ça, j'oublie à partir de mon épaule. Ça ne m'appartient pas et je vais partir
un postulat que tout ça, maintenant, ça appartient à mon inconscient. C'est mon inconscient qui le gère. Et une fois que je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même imaginer d'abord de la détente. Je vais prendre quelques respirations dans mon corps pour le détendre et relâcher que la partie droite de mon corps. D'accord? C'est-à-dire tout le corps, mais pas le bras gauche. Voilà. Et là, je vais aller apporter de la détente avec des expirations. Ensuite, ce que je vais faire, une fois que je vais sentir que j'ai bien expiré, que je suis plutôt relâché là-dessus, c'est plutôt confortable comme situation, je vais aller visualiser, alors la technique avec les ballons d'hélium, c'est ça, c'est on va visualiser des fils qui seraient accrochés ici, là, sur notre poignet, d'accord, et qui vont être reliés à des ballons d'hélium. Les ballons d'hélium, pourquoi? Parce que ça va, donc, du coup, évoquer le fait qu'il y a une ascension de quelque chose. D'accord? Si c'était accroché, ça va tirer vers le haut. Ça peut être des ballons d'hélium, mais ça pourrait très bien être une grue, ça pourrait être un élastique avec un ressort, ça pourrait être tout ce qui va passer dans votre imagination, dans votre tête, et qui pourrait potentiellement, du coup, même un hélico avec un câble qui va le lever, qui va donner un prétexte pour que votre inconscient puisse lever ce bras. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier et avant-hier, on a dit, ou plutôt hier, dans le langage de l'inconscient, votre inconscient fonctionne d'une manière symbolique. Eh bien, c'est ça qu'on va faire. Alors, on va utiliser la symbolique, d'accord, des symboles, des ballons d'hélium qui s'élèvent, qui sont plus légers, une grue, un hélicoptère, pourquoi pas des ballons qui partent avec votre bras qui est attiré par les nuages. Voilà, toutes les images que vous voudrez. Essayez-en jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ce qu'il va falloir, cette dissociation se fait, c'est que d'un autre côté, votre conscient, lui, va être l'équivalent d'un praticien en hypnose ou d'un hypnothérapeute. D'accord ? C'est lui qui va jouer le rôle, c'est votre conscient. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner les raisons à votre inconscient de faire s'élever le bras. Et donc, c'est avec votre conscient que vous allez pouvoir visualiser tout ça, mais vous n'allez pas visualiser dans votre bras. Vous allez visualiser les ballons d'hélium. Et peut-être même là, votre poignet qui est attiré vers le haut. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va commencer à s'élever. Si vous êtes contrôlant, je vais vous expliquer comment vous réussissez à faire pour que ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez jamais réussi jusqu'à présent, vous allez avoir la clé maintenant. Si vous êtes contrôlant, c'est simple, c'est que vous avez mis au défi votre inconscient. Vous lui avez dit, vas-y, lève-toi pour voir. Essaye de te lever. Allez, je te lance quelques images, essaye de te lever. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas y arriver. Et ça, c'est une vraie réussite. Comprenez que vous réussissez à ne pas déclencher la lévitation du bras. Maintenant, si vous voulez y arriver, il ne va pas falloir utiliser cette méthode, il va falloir utiliser une autre méthode. D'accord ? Quand je dis pas cette méthode, c'est-à-dire pas cette méthode de mettre au défi votre inconscient. Il va donc falloir aller dans le même sens que votre inconscient. Ok ? Si vous faites ça, ça ne fonctionne pas. Et si vous faites ça, là, on peut avancer ensemble. Et c'est exactement ce qui doit se passer entre votre conscient et votre inconscient, c'est d'avancer dans la même direction. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand vous allez voir un praticien en hypnose. C'est qu'on est censé aller dans le même sens et qu'à partir du moment où on va à contresens, ça ne fonctionne pas. Donc, une personne qui va vite en transe et loin en transe, c'est parce qu'elle est d'accord avec ça. Elle est en accord avec ce qui va se passer. Et plus son accord va être profond, et plus la transe va se manifester efficacement, c'est-à-dire dans ce que la personne va produire dans sa transe, dans les symboles de la transe, dans les niveaux de transe qu'elle va explorer. Je ne parle pas de changer des choses, puisque j'ai vu hier que le fait de changer des choses n'était pas lié à une profondeur de transe. On n'est pas obligé d'aller profondément en transe pour faire des changements sur votre vie de tous les jours. Même un niveau 1 de transe peut suffire pour ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Aller dans le même sens. Donc, en tant que contrôlant, vous allez sentir des petites sensations. Et l'état d'esprit dans lequel il va falloir être pour que ça fonctionne, c'est de dire « Ok, je vais t'aider ». Et donc, il va falloir accepter l'idée de vous aider et accepter l'idée d'aider votre inconscient. Et là, vous allez voir ce qui se passe, c'est de dire « Ok, il a envie d'aller vers le haut, je vais soulager mon bras ». Et le soulager, c'est ne plus le contraindre à aller dans l'autre sens. Comprenez ça, parce que naturellement, quand vous mettez au défi votre inconscient, vous mettez du poids dans votre bras, sans vous en rendre compte. Et donc, le soulager, c'est aller dans son sens. Ça ne veut pas dire lever le bras, mais le soulager,
c'est un peu aller dans sa direction. Et ensuite, c'est le laisser faire. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que là, votre bras va se mettre à monter. Et là, accentuez les images, intensifiez-les, imaginez les sensations. Et là, ça va se lever encore plus rapidement, tellement rapidement, au bout d'un moment, que vous allez trouver ça incroyable. Donc, je vous invite vraiment à faire cette expérience-là. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que si votre inconscient fonctionne d'une manière symbolique, et qu'il ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique, comme on a dit hier, eh bien, plus vous allez croire à cette expérience de ce ballon qui monte, à cette grue qui s'élève, ou encore cet hélicoptère qui tire avec un câble, ou pourquoi pas un ressort qui vient attirer vers l'épaule, d'accord ? Et plus vous allez vraiment être convaincu consciemment que cela est en train de se passer, et plus ça va être efficace. Voilà. Et quand vous allez faire ça, ça va vraiment, du coup, vous emmener des sensations qui sont liées à la transe, à l'auto-hypnose. Donc là, vous savez que minimum, vous aurez atteint un niveau 2 de transe, catalepsie majeure. Après, ce qui va être magique, c'est qu'à force de le faire, il va se passer un peu ce qu'a dit Amel, et c'est pour ça qu'Amel est partie un peu rapidement quand elle a dit « mon bras se lève », avant de vous expliquer comment il se lève, c'est qu'à force de le faire, votre inconscient va comprendre ce qui se passe. Et votre conscient aussi. Donc chacun va comprendre le rôle qu'il a à jouer. Et si bien qu'à partir du moment où vous allez avoir envie de faire de l'auto-hypnose, eh bien, vous serez moins dans la nécessité de visualiser ces images, parce qu'il y a des ancrages qui vont se créer. Et les ancrages, c'est un processus d'association, c'est-à-dire qu'on va associer une idée, un concept, à une réponse comportementale, pourquoi pas. Un ancrage, la définition exacte d'un ancrage, c'est bien plus vaste que ça, je vais vous la donner. Une ancre, c'est un stimulus interne ou externe qui déclenche automatiquement une réponse cognitive, comportementale ou émotionnelle. Voilà. Ça, c'est la définition la plus complète d'une ancre ou d'un ancrage. D'accord ? Un stimulus, interne ou externe, d'accord ? C'est-à-dire soit à l'intérieur, quelque chose que je ressens, par exemple, ou quelque chose que je vois, externe, que je vois ou que je peux ressentir à l'extérieur aussi, ou que j'entends, qui déclenche automatiquement, donc c'est un automatisme, c'est là, c'est tout de suite, il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut faire quelque chose, c'est automatique, une réponse cognitive, comportementale ou émotionnelle. Et là, ça va être au niveau comportemental, et bien à ce moment-là, le bras va se mettre à léviter. Aussi parce que vous avez amélioré votre capacité à dissocier ce bras et à le laisser de côté. Donc plus vous êtes capable de le laisser de côté, plus vous laissez de place à votre inconscient, plus vite il va pouvoir répondre. Donc plus vite la lévitation va s'élever. Et ensuite, ce qui va être intéressant dans les signaling idéomoteurs, c'est qu'on va pouvoir poser des questions à notre inconscient. Donc on va pouvoir lui poser des questions sur, par exemple, des choses que vous avez vécues, sur des choses que vous aimeriez savoir, découvrir ou comprendre au niveau de votre inconscient. Ou si jamais vous êtes sur un niveau suffisamment profond de cette transe pour faire un travail, par exemple. Et là, on va pouvoir installer, par exemple, des codes. Les codes, ça pourrait être, tu me répondras juste avec un doigt de la main gauche, ou tu pourrais me répondre oui avec ce doigt, non avec celui-là. Sauf que si je suis en transe, je n'ai pas besoin d'aller le faire avec mon bras droit. Je vais pouvoir juste créer la convention mentale dans ma tête que ça bougera là et là. Par contre, je maintiens le fait que dans mon bras gauche, il ne se passe rien. C'est juste mon inconscient qui gère ça et c'est lui qui répond. Je ne suis pas obligé de mettre ma conscience dedans. De toute façon, vous allez sentir. Vous n'avez pas besoin d'être là à l'affût, parce que plus vous faites ça, plus vous allez paralyser votre transe, plus vous allez bloquer un peu votre transe. Donc, restez toujours dissocié dans une sensation agréable, et là, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez avoir un doigt qui va bouger très légèrement. Voilà. Donc, ça va partir soit d'un coup sec, hop, comme ça, c'est un petit, comme une décharge électrique, ou alors parfois vous le sentez venir. Hop, ça charge, ça charge, ça charge, ça charge. Et puis là, vous le sentez avant même que ça bouge, vous sentez que l'énergie elle charge, et d'un coup, clic, c'est parti. C'est plutôt rigolo ça en hypnose quand j'accompagne des personnes et que du coup je demande un signaling à leur inconscient et que là le bras bouge. Alors quand ils ont la lévitation, je les vois sourire parfois parce qu'ils sont surpris de voir le bras qui monte ou le doigt qui a bougé. Alors ça les surprend. C'est plutôt rigolo comme concept. Alors du coup, toi Amel, quand est-ce que tu fais de l'auto-hypnose? Tu t'en sers pourquoi de l'auto-hypnose? À quel moment tu t'en sers ou à quel moment tu l'as utilisé par exemple? Alors justement, par rapport à la pleine conscience, la différence c'est que
La pleine conscience, on fait de la pleine conscience pour faire de la pleine conscience. Il n'y a pas d'objectif à part expérimenter cet état d'être dont on a parlé lors de notre live sur la pleine conscience. Alors que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis l'auto-hypnose. Il y a un objectif. C'est-à-dire qu'avant de me mettre en auto-hypnose, je sais ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce que je veux obtenir. Donc, j'ai réfléchi à l'avance. Même des fois, j'ai réfléchi à des métaphores si j'ai besoin de passer par des métaphores. Alors, en l'occurrence, tu nous avais fait travailler ça sur le technicien et que j'ai gardé. C'était la métaphore de régénération quand je suis fatiguée. Pour me donner un petit coup de boost, j'ai travaillé ma métaphore qui a un peu évolué avec le temps, c'est normal, hein, mais d'ailleurs qui est de plus en plus efficace et rapide. Et donc, une fois que j'ai atteint le niveau de transe, et je fais avec du signaling en me demandant si je suis au bon niveau, hein, comme ça mon inconscient me donne le signal, je n'ai pas à me poser de questions, eh bien, je déroule un peu le film que je me suis préparé. Alors justement, il y a quoi dans le film? Ça dit quoi? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis dans ma régénération? Alors, ce qui m'a parlé à moi, c'est… Tu peux expliquer un petit peu déjà comment tu fais pour te régénérer, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne? Alors, moi, la métaphore que j'ai choisie, c'est de me recharger. Je me retrouve dans une forêt et je suis debout. Je peux être allongée aussi. C'est vrai que j'arrive à faire de l'auto-hypnose allongée des fois. Mais ça marche mieux quand je suis debout, je crois. Et donc, en fait, je suis debout et je suis près d'un arbre magnifique. Et je ressens en fait l'énergie de la terre qui passe par mes jambes et qui remonte. Et je reçois de l'énergie aussi du ciel. Et donc, en fait, je suis rechargée dans les deux sens. Et je me sens dans une espèce de lumière intense, mais qui n'éblouit pas. Vous savez, cette lumière intense, mais qui n'éblouit pas. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, dans ma métaphore, c'est comme ça. Donc, je suis dans une belle lumière qui me recharge. Et je sens comme si chacune de mes cellules pétillait, en fait. Comme si elle se rechargeait. En fait, cette lumière jaune lumineuse, je la vois passer dans toutes mes cellules. Et chacune de mes cellules, elle passe du pas de couleur à ce fameux jaune. Et donc, tout mon corps finit par scintiller. Et je sens que je suis rechargée et je demande après à mon inconscient de me faire un signe quand j'ai la charge nécessaire pour finir ma journée. Donc, je laisse dérouler le truc jusqu'à ce que j'ai mon signal qui me dit « ça y est, c'est OK, tu as rechargé la batterie pour terminer ta journée ». Donc, c'est comme ça que je fais et ça marche à chaque fois. Je sens… Alors, c'est marrant parce que quand je sors de transe après, je ne me sens pas excitée. Je sens que j'ai l'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Il n'y a pas une espèce de pic. Hein. C'est juste, voilà, je suis bien pour faire et j'arrive à finir ma journée sans être épuisée, en fait. Donc, c'est très… c'est rapide. En plus, ça prend pas c'est pas très, très long. C'est vrai que ce qu'il faut dire déjà, c'est que 15 minutes de transe, c'est l'équivalent de 3 heures de sommeil. Donc, déjà, rien que ça, c'est récupérateur. Et c'est pour ça que l'auto-hypnose va être très utile parce qu'il permet de récupérer en très peu de temps du sommeil et de l'énergie. Et après, ce que dit Ahmed, dans sa visualisation qu'elle fait, en fait, c'est lié à son univers, à sa carte du monde. Donc, ce qu'il faut, c'est utiliser votre carte. Ça serait quoi les conditions dans lesquelles vous pourriez imaginer vous régénérer plus rapidement? Et dites-vous bien quelque chose, c'est que si votre inconscient ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique, ça veut dire que vous allez pouvoir lui octroyer des pouvoirs beaucoup plus puissants en termes de rapidité, d'efficacité, de réparation ou de cicatrisation, par exemple, pour ceux qui se sont fait opérer ou qui ont subi une opération, eh bien, cicatriser plus rapidement, récupérer plus rapidement. Pour les sportifs de haut niveau, là, c'est évident hein, que l'auto-hypnose est un outil qui doit les accompagner pour accélérer leur récupération. Hein. J'ai eu le plaisir d'accompagner des sportifs sur les 24 heures du Mans en vélo. Parmi eux, c'était des préparateurs physiques pour la plupart, un qui est coach en pilotage automobile et préparation physique, un autre qui est préparateur physique pour les golfeurs professionnels sur Tour européen, et puis d'autres aussi, et anciens professionnels du cyclisme aussi. Et sur les 24 heures du Mans en vélo, donc c'est 24 heures du coup, comme pour le circuit voiture, hein, c'est le même endroit, sauf que du coup, ils sont en relais, et là, du coup, ils passent en relais, donc c'est quand même très intense. Et ce qu'on a fait sur les 24 heures du Mans vélo, c'est que systématiquement, dès qu'ils revenaient d'une course, hop, ils passaient sur le home trainer pour délier un petit peu les muscles, ils s'alimentaient, ils buvaient, et ensuite, ils allaient dans la phase de repos. Et cette phase de repos, eh bien, j'induisais une transe
voilà, et dans laquelle je mettais beaucoup de suggestions d'approfondissement et aussi de récupération. Surtout, je travaille beaucoup sur la récupération, la cicatrisation, la régénération du corps, en accélérant la vitesse de régénération, puisque du coup, vous voyez bien qu'on ne cicatrise pas à la même vitesse, tous les uns les autres. Il y en a qui cicatrisent beaucoup plus vite que d'autres. C'est donc qu'il n'y a pas un temps qui définit la cicatrisation, mais qu'il y a des processus qui les définissent. Et donc, on peut accélérer ces processus. Et ensuite, dès que c'était à eux de repartir, on avait mis un timing, ok, hop, je les sortais de transe. Et à ce moment-là, j'allais les chercher, je faisais une sortie de transe. Ils revenaient, ils s'étiraient un peu. Alors, ils avaient aussi le kiné qui a fait un beau boulot pour les accompagner aussi physiquement. Et ensuite, après, ils repartaient sur le home trainer, ils s'hydrataient. Et c'était parti, ils étaient chauds pour repartir sur leur relais. On a fait ça pendant 24 heures. Et je peux vous garantir qu'ils sont sortis, ils étaient beaucoup plus frais que l'année d'avant où ils l'avaient fait et qu'ils n'avaient pas eu ça. Donc, c'était plutôt surprenant de voir ça. Ils étaient surpris de la capacité qu'ils ont eu à pouvoir récupérer de l'énergie plus rapidement, en fait. Moi, j'ai souvent fait ça aussi pour le tennis. J'ai pas mal joué au tennis. Et du coup, dans le tennis, quand j'enchaînais les compétitions avec parfois des matchs le matin, des matchs l'après-midi, quand j'avais fait 3 sets le matin avec quasiment 3 heures de match et que j'étais rincé pour l'après-midi, eh bien, hop, j'allais m'allonger, je prenais un bon bain chaud aussi. Et là, je visualisais tout mon corps qui se régénérait ultra rapide. Et quand je repartais l'après-midi, eh bien, j'étais encore plus en forme que les fois d'avant parce que je m'étais préparé mentalement, physiquement, psychologiquement à tout ce que j'allais faire. Tout était prêt dans cette direction-là. Donc voilà, déjà 15 minutes de transe, c'est équivalent de 3 heures de sommeil. Et tout va être amplifié par votre visualisation. Donc c'est pour ça, Amel va se connecter à ce qui est une ressource pour elle, qui va être la nature. Moi, j'adore prendre des bains chauds. J'adore l'eau. L'eau, c'est vraiment mon élément. Et alors, en plein hiver, prendre un bon bain chaud, ça me régénère. Et j'ai vu un film qui m'avait marqué. C'était un film avec des snipers qui déviaient leur trajectoire de balle. Bien sûr, c'était fantastique. Et quand ils étaient blessés, en fait, ils étaient dans une sorte de baignoire dans laquelle ils rentraient. Et il y avait un produit magique qui les régénérait, qui cicatrisait tout en à peine une heure. C'est juste bluffant. Donc, moi, je m'imagine ça. Et c'est comme ça que je fais. Je m'imagine dans un bon bain chaud, là, bien au chaud, confortable. Et je m'imagine là où je relâche tout et mon corps se régénère. Je rentre dans cette espèce de bain avec ce liquide très particulier et qui régénère toutes mes cellules. Ça rentre à l'intérieur de mon corps, de mes cellules, et ça régénère tout à une vitesse incroyable. Voilà. Et c'est comme ça que je fais. Et comme je fais beaucoup en déplacement pour les formations, je vais en Martinique, je vais en Guadeloupe, je me déplace pas mal et à chaque fois que je prends l'avion avec le décalage horaire, eh bien, systématiquement, sur le trajet du retour, il y a une période où je dors et il y a une période où je fais de l'auto-hypnose. Voilà. Et ça me permet de revenir et de pouvoir attaquer direct ma journée, ma vie de famille avec mon rôle de père, de pouvoir du coup attaquer le travail assez vite sans avoir besoin de plus de temps. Donc voilà, vraiment quand je suis fatigué, que j'ai peu de temps, l'auto-hypnose, génial. Je l'utilise pour ça. Donc la régénération, tu l'as utilisé pour d'autres choses, Amel, aussi? Alors oui, parce qu'en fait, on peut pratiquement appliquer quasiment tous les protocoles d'hypnose en auto-hypnose. Hein. La limite, c'est que parfois, on n'arrive pas forcément tout seul à cibler la problématique, quoi. On va peut-être s'arrêter un peu vite dans la recherche du problème. Donc, parfois, on a quand même besoin de quelqu'un d'autre. Mais quand le problème est simple, moi, quand j'ai besoin d'une ressource et que j'ai pas, par exemple, je te donne un exemple que j'ai vécu avec toi il n'y a pas longtemps. Tu sais, quand on devait faire les films pour se présenter pour l'école. Ouais. Donc, je devais être filmée comme ça et parler toute seule de 3 minutes avec Olivier derrière la caméra. Et là, j'étais en stress, en panique. Olivier. C'est juste la veille déjà, je me suis dit ça va être une catastrophe demain, ça va être horrible parce que c'est pas mon métier et puis c'est quand même c'est intimidant. Là, quand je parle avec vous, c'est pas pareil parce que derrière il y a Mathieu en face de moi, puis vous êtes là. Enfin, c'est pas du tout le même exercice. Là, vraiment, j'étais en panique totale. Je me suis dit mais mon Dieu. Et rien que de le lire avec le texte sous les yeux, j'ai vu qu'Olivier était pas du tout content de ce que je faisais. Alors je me suis dit bon il va falloir que je trouve une astuce là. Surtout que dans la formation, Olivier, il a le gabarit de Tony Robbins.
Je ne sais plus combien tu mesures, Olivier, mais ils ont plus d'1m80, sans problème. Ouais, après, c'est un ensemble, Olivier. Hein. C'est à la fois sa taille, son poids, son énergie, sa voix, enfin, il y a tout. Il est adorable, mais tu sens que tu as intérêt à être à l'auteur quand même. Donc, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, oh là là, oh là là. Alors, du coup, je me suis fait un protocole pour devenir excellente devant une caméra. Je me suis dit, tu vas devenir voilà, super bonne à parler devant une caméra. Et franchement, c'était pas si mal. Je dis pas que je suis devenue professionnelle, mais franchement, par rapport à la veille, mais il y avait pas photo, quoi. Et en fait, j'étais quand même beaucoup plus décontractée et j'étais plus en confiance à vraiment changer quelque chose dans mon état interne. Et donc, j'ai pu être. Olivier était finalement content du résultat à la fin, ce qui était quand même waouh. C'était quand même pas gagné. Donc voilà, par exemple, je l'utilise pour ça quand j'ai un truc bien ciblé où je sais pas, j'ai pas la ressource a priori, eh bien je demande à mon inconscient de me la donner en fait et de me transformer en alors ceux qui connaissent peut-être c'est la machine à changer. Voilà, je me mets et je rentre le programme, ça y est, je suis une grande oratrice qui parle toute seule dans une caméra comme elle respire. Par exemple, j'utilise ça pour ça. Ensuite, quand j'ai identifié aussi quelque chose qui me bloque en fait dans ce que je veux faire, où je sens qu'il y a un frein. Après, bon, moi, c'est mon métier. Maintenant, je suis un peu à l'affût de ça. Donc, quand je vois qu'il y a un obstacle devant moi qui est interne, eh bien, je me fais. Alors, j'ai réfléchi avant, en me disant comment je vais m'y prendre. Et puis, je fais mon auto-hypnose là-dessus et je change les choses et ça donne des résultats. Vraiment, il y a une différence. Par exemple, j'avais fait ça sur l'anglais aussi. J'ai vécu à Londres, je lis l'anglais tous les jours, mais j'ai une croyance que je ne suis pas capable de bien comprendre l'anglais en compréhension orale. Qu'il me faut beaucoup de concentration, alors qu'en réalité, théoriquement, ça ne devrait pas être le cas parce que j'ai quand même suffisamment de connaissances, justement. Et du coup, je me suis fait pareil, un protocole là pour me libérer. Et maintenant, en fait, j'ai senti quelque chose qui a lâché, quelque chose qui s'est décontracté. Et maintenant, quand j'écoute, alors des fois, je ne comprends pas des mots, c'est normal. Ça m'arrive aussi en français d'ailleurs. Mais je veux dire, je ne suis plus du tout dans cette espèce de crispation que j'avais où je me dis, je ne vais pas comprendre. Là, je suis comme si j'écoutais du français, en fait. Il y a une espèce de lâcher prise et je comprends vachement plus qu'avant, en fait. Donc, donc, je l'utilise à chaque fois que je sens un obstacle qui m'embête pour ma vie professionnelle, mais aussi ma vie privée, pour n'importe quoi. À un moment donné, j'apprends à danser des claquettes depuis quelques années et alors j'aimais beaucoup quand je parlais de sortir de sa zone de confort, le côté débutant, c'est sympa. Puis évidemment, j'étais quand même un peu frustrée parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais et je commençais à perdre le plaisir de faire. Eh bien, j'ai refait un protocole aussi pour me reconnecter à cette joie de m'amuser, d'être dans le lâcher prise là-dessus. Et ça a marché. Du coup, forcément, j'arrivais mieux à le faire. Mais c'était même pas l'objectif. L'objectif, c'était le premier, c'était vraiment de me reconnecter à la joie que j'avais du début. Et donc, je trouve que c'est pas mal aussi par exemple, dans ma vie de maintenant, il y a une ressource qui me manque, mais que j'avais avant, quand j'étais étudiante, par exemple. Eh bien, je me rappelle quand est-ce que c'était et du coup, je me fais le protocole, je retourne dans le passé, je revis ça et je le ramène dans mon présent et je le projette dans mon futur avec cette ressource qui était présente avant et qui est un peu, que j'ai un peu égarée en chemin et je la réactive en force dans mon aujourd'hui et pour demain. En fait, c'est infini, j'ai envie de dire. C'est clair. C'est pas, il n'y a pas de. Quand j'ai des douleurs, je fais comme tu dis. Déjà, je regarde le dictionnaire de Charles Martel. Je fais le lien avec ça et je demande à mon inconscient de me libérer de ce. Je suis en fait ce qui est marqué dans le livre au niveau de l'intégration, au niveau du cœur. Je libère des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un outil. J'ai envie de dire, tout hypnothérapeute qui se respecte doit l'utiliser quasiment quotidiennement parce que c'est un outil de auto-nettoyage, c'est un outil pour aller mieux, pour être du coup encore plus capable d'accompagner les autres. C'est très très fort. Ah ouais, complètement. C'est vraiment, c'est hyper puissant. Et après, il faut reconnaître aussi, à un moment donné, quand on est en limite, peut-être que des fois on peut avoir besoin d'un confrère pour nous aider à aller un peu plus loin. Quand on sent qu'on a essayé plein de trucs et que ça marche toujours pas parce que visiblement on s'est pas posé les bonnes questions, ce qui peut arriver aussi. Mais en tout cas, tant qu'on peut, je pense que c'est vraiment, c'est passionnant. On s'ennuie pas en fait. Exactement. Alors, je vais lire du coup vos réactions aussi, vos commentaires. Alors, il y a Laurent justement qui disait « Après avoir essayé l'hypnose avec Kamel, c'était génial et bénéfique à tout point. Mes compulsions alimentaires ont disparu. Ouf, quel plaisir !» Ça, c'est du feedback.
Super, Laurence. Merci Laurence, tu me diras combien je te dois. Christelle, je suis d'accord, mais pour un contre-un, l'évitation du bras fait mal. Alors, si vous avez mal, c'est que vous laissez encore votre conscience dans le bras. D'accord? Ou alors que vous avez pris une mauvaise posture. Mais quand vous êtes en transe, normalement, il n'y a pas de résistance. Donc, vous ne forcez pas. Voilà, si vous avez mal, c'est qu'il y a une résistance. Donc, les gens qui laissent leur, leur conscience trop dans le bras ben, vont avoir une résistance. Ils vont forcer d'une certaine façon. Donc, ça va faire mal. Donc, il faut enlever cette résistance. Ne sommes-nous pas en auto-hypnose plusieurs fois par jour sans le vouloir naturellement, dit Nadia. En fait, Nadia, on est tout le temps dans la transe en réalité. La transe, comme je disais hier, elle est tout le temps là. Après, c'est juste qu'on va l'amplifier parfois dans l'hyperconcentration, parfois dans la dissociation. On va se dissocier de ce qu'on est en train de faire, on part dans notre imaginaire. Donc finalement, cette transe, elle est là partout. Mais l'auto-hypnose, pour moi, c'est un moment bien défini dans lequel je vais rentrer volontairement en communication avec mon inconscient. Voilà. C'est comme ça que je définis l'auto-hypnose, parce que sinon, à ce moment-là, il suffit de dire, bah, en fait, tout est hypnose. Et puis là, ça y est, on a résumé, puisque du coup, la transe est partout, et il y a juste une variation dans la transe. Voilà, et en fait, quand un praticien accompagne une personne, en fait, ce qu'il fait, il ne fait qu'approfondir ce qui existe déjà. La transe fait partie des mécanismes de l'homme, et donc on ne fait que l'approfondir. Mais là, pour moi, c'est auto-hypnose, c'est un moment d'écoute, c'est un moment de relation, c'est un moment de travail entre mon conscient et mon inconscient. Voilà. Et chacun a un rôle bien défini. Donc, c'est comme ça que je vais le faire. Le travail, les sportifs de haut niveau, c'est aussi une forme de transe. Donc, on pourrait dire aussi que c'est une forme d'auto-hypnose. Alors, Morissette a fait une blague à quelqu'un d'autre. Elle a dit lol, essaie de te lever. Alors, je ne sais pas si c'est à moi. Non, c'est à toi quand tu disais à ton bras, tu disais vas-y, je te mets au défi de te lever. Ah oui. C'était en lien avec ce que tu disais là à ce moment-là. C'est ça. Plus facile de faire confiance à un thérapeute plutôt qu'à soi. Eh ben, c'est encore une fois le rapport avec soi, mais c'est effectivement parfois plus facile. On a souvent la facilité de reconnaître la capacité des autres, mais pas de voir ses propres capacités. Donc, ça se travaille. Laurence, pour moi, j'imagine un pont-levis qui se relève en tournant une manivelle. Marche très bien et mon poignet se rapproche de mon épaule par palier. Super, Laurence. Très belle image, le pont-levis. Vierge vie, c'est la peur qui nous fait mettre l'inconscient au défi. Je suis comme ça, moi. Eh ben ouais, effectivement. Alors, est-ce que c'est la peur pour le contrôlant? C'est la peur de perdre le contrôle, quelque part. Il peut y avoir cette peur de perdre le contrôle, effectivement, donc cette notion de défi. Mais il faut prendre en compte le fait que votre inconscient, c'est vous. Et c'est peut-être même plus vous que votre conscient. Cathy, bonjour Cathy, peut-on se servir de la pleine conscience pour amorcer l'auto-hypnose? Oui, bien sûr, Cathy. Exactement, parce qu'on va faire le vide déjà, donc déjà partir sur la pleine conscience, et ensuite, du coup, pourquoi pas, dans la pleine conscience, partir sur l'imaginaire pour déclencher des réactions physiques, eh bien, complètement. Christelle, un ancrage serait le bienvenu pour se recharger, je crois. Oui, ça peut aider. Ça peut aider un ancrage, bien sûr. Cathy, y a-t-il des risques de ne pas sortir de transe ou autre? Ah ben oui, mais bon, heureusement, c'est qu'après, ils n'arrivent pas à appeler les pompiers, du coup, on ne les comptabilise pas, et puis, bon, ils sont tout seuls chez eux, quoi. Donc non, Cathy, sans blague, il n'y a pas de risque en auto-hypnose. On revient toujours, on sort toujours de transe à un moment donné. Voilà, avec du temps, mais quand c'est toi qui rentres en auto-hypnose, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu peux établir une convention. Tu peux soit mettre ton réveil si tu as peur de déclencher. Tu te mets à réveiller au bout d'une heure en disant voilà, si je ne veux pas rester bloqué. Hein. Voilà. Ou autre possibilité, c'est bien sûr c'est de dire voilà, là, j'ai 20 minutes pour mon auto-hypnose. Dans 20 minutes, je veux que mon inconscient me dise de sortir, que ce sera le moment. Et moi, souvent, je me programme comme ça. Quand j'étais étudiant, ce que je faisais, c'est j'étais en internat et au lycée, et il y avait une sonnerie qui était atroce. C'était une espèce de cloche qui était dans le couloir, mais c'était juste devant notre chambre. Et je vous assure, c'était vraiment atroce. Se réveiller avec ça, c'était horrible. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais mon réveil 5 minutes avant. Déjà, ça me permettait de profiter des douches en premier. Elles étaient propres, c'était nickel. Et j'avais un réveil qui était plutôt en douceur.
Et ensuite, comme du coup, je ne voulais pas réveiller tout le monde avec mon réveil, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je programmais mon inconscient en programmant mon réveil. C'était aussi une façon de faire. Et je lui dis, voilà, tu me réveilles 2-3 minutes avant le réveil. Et j'étais focus là-dessus. Et tous les matins, eh bien, 2-3 minutes, 5 minutes avant, j'étais réveillé systématiquement avant mon réveil. Et je désamorçais le réveil, je me levais, et puis ensuite, j'étais parti à la douche. Donc, en fait, on peut se programmer comme ça. On peut programmer notre inconscient pour lui demander des rappels. Donc, si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas oublier, d'accord ? Pensez que le cerveau gère moins bien la négation. Donc, pensez à l'affirmatif. Donc, c'est rappelle-moi à tel moment de me rappeler ça. Voilà. Et il faut que vous fassiez un focus dessus pour vraiment programmer. C'est de la programmation. C'est pas juste, je le dis, bon, il faut que je me rappelle de faire ça et je passe à autre chose. Non. C'est, bon, ok, là, je me programme à tel moment, je vois le moment exact du moment où je veux avoir le rappel et de quel rappel je veux avoir. Et là, vous verrez que ça marche très fort. Ensuite, ton protocole a vraiment bien marché, tu es excellente en live. Merci Laurence. Il y avait la question sur Olivier juste avant. Tu vois, ouais, Isabelle, qui est Olivier? On entend souvent parler. Olivier, c'est le monsieur qui a la grosse voix qui appelle nos stagiaires du coup avant les formations. Il travaille du coup à l'école et donc il est en charge de toute la communication, partie communication, aussi la publicité, et puis les contacts avec les stagiaires avant les formations, avec les personnes qui veulent des renseignements. Il s'occupe aussi beaucoup des réseaux sociaux. C'est lui qui a refait un peu tous nos réseaux sociaux. Là, ces derniers mois, si vous avez vu une transformation sur nos réseaux sociaux, c'est grâce à Olivier. C'est tout le travail qu'a fait Olivier. Le travail sur l'image. Olivier a une grande sensibilité à l'harmonie et c'est pour ça il sait ce qui est harmonieux, ce qui ne l'est pas, il le voit. Il a cette sensibilité-là et c'est pour ça que du coup, dans les vidéos qu'a fait Amel, eh bien, il a été très sensible à ça, à chaque détail des vidéos. Pareil sur les photos aussi, que ce soit sur ma photo de profil ou sur d'autres photos. Il a un regard, voilà. Je peux vous dire que si jamais ça ne va pas dans l'image, tout de suite il m'appelle et il me rappelle que non, c'est pas possible. Voilà, voilà Olivier. Ensuite, heureusement qu'on a Olivier. Avec Olivier, on activera un jour ta webcam pour. Si des gens veulent te découvrir, il va falloir à un moment donné que toi aussi tu sois sur le devant de la scène. Ensuite, Cécilia, les sorties de corps ont-elles une signification particulière lors de l'auto-hypnose? Eh bien, la sortie de corps, c'est quand on a parlé Amel a parlé de laisser une partie du corps et puis de ne plus la ressentir. Eh bien, la sortie de corps, c'est vraiment ça. C'est vraiment ne plus se soucier du corps complet et c'est aller jusqu'à la paralysie du corps, c'est-à-dire que le corps qui se paralyse où notre conscience ne se véhicule plus dans le corps et c'est là où on fait un voyage astral finalement. Une sortie de corps, c'est ça. C'est là où l'esprit sort du corps et qu'à ce moment-là, il peut faire autre chose, il peut accéder à autre chose, mais il s'est libéré totalement du corps. Et dans les formations d'hypnose spirituelle, telles que nous, on la pratique, c'est vraiment vers ça que l'on va. C'est-à-dire qu'on cherche à augmenter la dissociation corps-esprit pour pouvoir accéder à des réponses plus profondes de l'inconscient sur des vies antérieures. Voilà. Comme elle n'est pas liée à tout ce qui s'est emmagasiné dans cette vie-là, voilà, et à toutes ces connexions neurologiques qui se sont faites, à toute cette matrice qui s'est construite avec cette vie, et ben, l'idée, c'est de se détacher de cette matrice pour accéder à un ensemble beaucoup plus grand, plus vaste et lié à un passé plus lointain. Ça paraît hyper simple et super ce petit truc-là que vous appelez l'inconscient. Mais en fait, c'est super simple. C'est très compliqué quand on ne sait pas ce que c'est, quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais c'est très simple à mettre en place. Tu verras Morissette, puisque du coup, on se voit au mois de juin, en théorie. Donc, si je ne me trompe pas, tu verras que tu y arriveras toi aussi. Isabelle, l'auto-hypnose doit durer combien de temps pour être efficace? Il n'y a pas de temps, Isabelle, si jamais tu sens que... alors, si c'est pour de la régénération, tu peux même faire un signaling. Tu demandes un signaling à ton inconscient lorsqu'il aura terminé la régénération ou lorsqu'elle sera suffisante pour aujourd'hui ou pour ce que tu as à faire, par exemple. Coucou, disait Alimar. Coucou, disait Valérie. Louisa, pour moi, quand j'ai commencé ma formation avec toi, Mathieu, je n'aimais pas ma voix et j'avais un mauvais débit et le fait de faire de l'auto-hypnose en parlant à voix haute m'a beaucoup aidé.
Eh ben, super, Louisa, félicitations. Mélissa, je me souviens quand j'étais petite, j'étais en classe CM1, CM2, quand j'étais fatiguée, je fixais un poids par la fenêtre et je reprenais des forces comme cela. Eh ben, c'est magique de t'en être rendu compte parce qu'effectivement, les enfants sont des surdoués de la transe hypnotique, comme on dit souvent. Et la focalisation de l'attention sur un point, eh ben, c'est un moyen de récupérer. Et les enfants font beaucoup ça. Vous les voyez, à un moment donné, ils sont en l'air, ils sont là, ils ont le regard vide, dans le vide comme ça. Et en fait, c'est qu'ils sont en transe et ça leur permet de récupérer. Parce qu'ils dépensent énormément d'énergie. Hein, vous voyez, hein, ils ne se ménagent pas, ils sautent, ils courent, ils crient. Tout ce qu'ils font, ils le font à fond. Hein, eux, ils sont dans la pleine présence, dans la pleine conscience à chaque instant. Ce sont vraiment nos maîtres dans ce domaine-là. Voilà. Et ils savent se régénérer aussi. Ben, ils partent dans leur transe. Voilà. Je devais rentrer en hypnose inconsciemment, dit ça, carrément. Thérèse, je m'en excuse, mais j'ai raté le début du live en auto-hypnose après avoir fait son induction. Comment fait-on les suggestions script? Faut-il les enregistrer? Eh bien, en fait, tu vas pouvoir faire comme un film que tu vas dérouler, un film dans lequel tu vas avoir des étapes. Par exemple, on pourrait très bien faire une machine à régénérer. Donc, il va falloir que consciemment, tu construis cette machine, que tu lui donnes des propriétés exceptionnelles à cette machine. Et ensuite, que tu vois ton inconscient rentrer dans cette machine comme un clone qui va profiter de cette machine et hop, que tu vas faire 1, 2, 3, la machine démarre et là tu essaies de ressentir des sensations dans ton corps de tout ce que doit se produire la machine. Voilà. Et là tu verras que ça devrait se produire de manière incroyable. Pas forcément pendant la transe pour certains, mais après tu verras les effets. Et plus tu vas le faire, et plus ça sera efficace. C'est ça qui est magique. Vous n'arrêtez pas une première fois. Faites une fois, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis après vous allez voir, ça y est, vous serez parti. Vous serez des voyageurs en auto-hypnose. Toi aussi, Mathieu, tu es excellent en live. Merci, Laurent, c'est gentil. Olivier fait des pouces et il rigole des petits cœurs. Donc, c'est la validation d'Olivier pour être présent sur des lives. Jennifer, doit-on se concentrer sur les ballons pour que le bras se lève ou bien penser à autre chose pour qu'il se lève seul? Je n'y arrive pas. Oui, il faut penser aux ballons, Jennifer. Il faut que tu penses aux ballons, mais pas que les ballons. Il faut que tu penses, tu te focalises sur l'impact des ballons sur le poignet. Voilà, c'est pas que le ballon qui s'élève, c'est l'impact, c'est voir que le ballon est accroché à ton poignet. Donc ton poignet, lui, eh bien, il doit ressentir ça. Et c'est l'impact qui va déclencher du coup la lévitation. Plus tu vas être focus sur le fait qu'il doit y avoir un impact grand sur ce poignet devrait devenir très léger et s'élever, et plus ça va se produire. D'accord? Pas que le ballon, tu as raison là-dessus. C'est vous le fameux Olivier, dit Nadia. Eh oui, c'est le fameux Olivier. C'est bien. C'est pour ça qu'il est là tous les jours aussi, à regarder les lives. Donc voilà, du coup, on a répondu à toutes les questions. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer l'auto-hypnose, ces petites astuces. Et bien sûr, il y a des milliers de façons de faire de l'auto-hypnose. Si vous faites ça et que vous le faites de façon différente, eh bien, rassurez-vous, ça fonctionne très bien de plein d'autres façons. On n'a pas la meilleure façon, elle n'est pas meilleure qu'une autre. C'est une façon qui nous plaît et c'était un plaisir de vous la présenter et de vous la partager. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle après-midi à tous. Il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant de clôturer, Amel? Non, juste un excellent week-end à tous et c'est tout. Non, c'est vrai, c'est le week-end. Et donc, on se retrouve mardi. Souvenez-vous, la semaine prochaine, c'est mardi et jeudi à 14h. Et on a dit qu'on traiterait mardi le sommeil. Voilà, le sommeil. Et donc, on va parler du sommeil et puis on parlera aussi, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans le sommeil. Hein, c'est comment faire pour bien dormir. Hein, n'est-ce pas, Olivier? Qu'est-ce qu'on fait pour bien dormir et comment on applique tout ça? Et ensuite, l'importance du sommeil. Pourquoi pas même les différentes phases de sommeil, hein. Oui, je vais vous faire une petite présentation. Monophasique, biphasique, etc. Donc, Amel va nous faire une super présentation là-dessus. Pas vrai, Jamie? On se retrouve mardi dans un nouvel épisode de C'est pas sorcier. Bon week-end à tous. Au revoir. Ciao à tous. Bye bye.